Guillaume Erner. Après la révélation sur la gestion des EHPAD Orpea, comment est financée la dépendance en France, alors même que c'est désormais le numéro 2 du secteur qui est éclaboussé par les révélations sur les méthodes de son rival Orpea, autrement dit Korian, qui est désormais dans le collimateur. Nous sommes en compagnie de Brigitte Dormont. Bonjour, vous êtes professeure des universités et directrice du laboratoire d'économie et de gestion des organisations de santé à l'université de Paris-Dauphine. Brigitte Dormont, la première question qu'on se pose au sujet de ces scandales, donc il y a eu Orpea, maintenant il y a Korian, c'est la différence qu'il y a entre les sommes versées par les familles qui sont conséquentes dans ces EHPAD privés et les mauvais soins, la maltraitance dans certains cas qui est infligée aux patients qui sont dans ces EHPAD, avec un joli mot que je trouve aujourd'hui dans la presse, le pilotage du groupe par les coûts. Le pilotage par les coûts, c'est ce qui expliquerait que, par exemple, pour Orpea, dans certains EHPAD en tout cas, on ait rationné les vivres, les changes aux pensionnaires. Comment expliquer cela ? Bonjour. Donc, oui, il y a ce scandale et j'ai envie de dire, il y a des scandales régulièrement à répétition. Le quinquennat d'Emmanuel Macron avait commencé avec une grève qui avait été très retentissante dans une maison de santé, dans un EHPAD. Le personnel se plaignant de conditions de travail tellement désastreuses qu'il ne pouvait pas traiter convenablement les résidents. Tous les 1 an, tous les 2 ans, il y a un projet qui est annoncé, qui est remis sur la table et puis qui est négligé. Alors pourquoi des coûts si élevés et une telle maltraitance ? Il y a plusieurs questions qui se mélangent dans cette question. C'est d'abord quelle est effectivement la qualité des soins qui sont donnés aux résidents en France dans les EHPAD, quel que soit leur statut, public, privé, à but non lucratif ou public ou privé à but lucratif, comme c'est le cas du groupe qui fait l'objet du scandale Orpea. Donc, est-ce qu'il y a, il y a déjà, au niveau des statistiques moyennes, un niveau de prestation qui est très bas. Et il y a plusieurs types de statuts dans les EHPAD. Il y a des EHPAD qui sont privés à but lucratif, c'est-à-dire ces entreprises sont la propriété d'actionnaires et il faut rémunérer les actionnaires. Alors, est-ce que c'est ça tout simplement la réponse ? C'est qu'en fait, les dividendes sont beaucoup trop élevés et c'est ce qui explique que les services qui sont offerts, quand je dis services, c'est toujours un terme qui est mal choisi parce que les services, on pense aux services hôteliers alors que là, on a affaire à de la maltraitance, Brigitte Dormont. Oui, alors c'est pas. Moi, quand j'ai entendu parler de cette affaire, donc sur laquelle, j'attends quand même les résultats des enquêtes. Effectivement, je me disais, c'est incroyable avec un tel tarif du prix de journée qui n'ait pas été assez intelligent pour donner un minimum de qualité de service qui aurait évité le scandale. Ça, c'est vraiment. Ou humain. Oui, c'est ça. Non, mais il y a la question de l'humanité, mais admettons que les actionnaires soient entièrement mus par l'appât du gain. On voit bien qu'au bout du bout, il y a une sanction des marchés à cause du scandale humain qui se produit. Donc effectivement, dans un EHPAD qui est privé à but lucratif, il est clair que l'objectif de l'entreprise, c'est de maximiser son profit. Si il n'y a aucun contrepoids à la réduction des coûts, on arrive et une courte vue de la part des actionnaires, comme je viens de le dire, on arrive effectivement à ce à quoi on est arrivé. Donc, ce qui est quand même étonnant, c'est que les familles ne s'en soient pas rendues compte plus tôt. Et sinon, alors Ça interroge peut-être les familles, mais exactement. Donc l'énergie des scandales me semble peut-être à la mesure d'un soupçon que j'ai de délaissement de la part des familles qui finalement se rendent compte qu'elles auraient dû être un peu plus vigilantes. Aujourd'hui, en tout cas, elles se rattrapent puisque un certain nombre d'entre elles font des procédures de justice, à la fois pour Orpea, mais aussi pour Korian, puisque Korian, il y aurait donc une action de groupe en cours contre ce groupe. Alors donc, clairement, les gens qui ont accès aux EHPAD privés à but lucratif sont des personnes qui ont des revenus plus élevés que la moyenne de la population, donc ils ont sans doute beaucoup plus de force de frappe juridique, et on va voir comment les choses se passent. Ce que je voudrais dire, c'est que pour faire un état
euh, des lieux, quelle est la place des EHPAD privés à but lucratif? Pour l'instant, c'est à peu près un quart, un peu plus d'un quart. Et on a un tiers de privés non Mmh. lucratifs, donc qui viennent d'une très longue tradition de charité. Il y a les mutuelles, il y a des choses religieuses, il y a un peu de tout. C'est un secteur très éclaté, assez petit, avec des petits établissements. Et puis, il y a 40 45 qui est lié à des EHPAD publics. La question qui a été soulevée par certains, hommes politiques, candidats à la présidentielle, c'est de remettre en cause le statut privé à but Mmh. lucratif, en disant: «Bah, si on cherche le profit, clairement, on va maltraiter, les personnes âgées». Personnellement, je pense qu'il faut qu'on prenne le temps de discuter de cette question, ici, mais dans tous les cas, il faut souligner, la carence de la régulation, de l'État. I Rien n'est fait pour que la qualité, soit au rendez-vous. Donc s'il n'y a que le coût, pour l'instant, ce qui a été mis en place depuis maintenant d'assez nombreuses années, c'est un site d'information très bien fait qui donne tous les EHPAD disponibles avec leur statut et quelques informations, mais il n'y a qu'une information sur le prix. Donc si vous ne donnez qu'une information sur le prix et qu'il y a une concurrence sur le prix, évidemment, la qualité est écrasée. Mais alors, brillamment, parce que, encore une fois, le terme de qualité, il mérite d'être explicité, puisque là, en l'occurrence, pour le scandale Orpea, on n'a pas affaire à de la basse qualité, on a affaire à des mauvais traitements. Alors, est-ce que vous pensez déjà que ces cas-là sont rares, les cas de mauvais traitements? Est-ce qu'on a affaire à un petit nombre d'EHPAD qui souffrent des dysfonctionnements qui ont été évoqués dans l'enquête de Victor Castanet, ou bien a-t-on affaire à un système généralisé? Alors moi, je pense qu'on est sur le fil de rasoir en permanence et dans les EHPAD de tout statut. Je pense que la moyenne française, une chose très importante sur la qualité, qu'il faut comprendre, c'est qu'elle est, multidimensionnelle. Donc il y a la qualité du bâti, il y a la beauté des locaux, il y a le fait qu'il y a un jardin, et le caractère récent, des bâtiments. Ça, c'est une qualité qui est apparente et qui va beaucoup jouer sur le choix des familles. Les familles vont aller visiter avant de mettre leur aïeul dans une maison, et elles vont être très sensibles à cette qualité apparente qui est très présente sur les sites de chaque, EHPAD. Alors que la vraie qualité, est très difficile à observer. Parce que la vraie qualité des soins, pour la prise en charge de la dépendance, c'est justement du soin. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui doivent être disponibles pour répondre aux besoins, qui doivent être là pour les amener aux toilettes. S'il n'y a pas assez de personnes pour les amener aux toilettes, eh bien, on met une couche culotte à l'entrée dans l'EHPAD et on rend les gens incontinents. Il faut qu'il y ait des gens qui soient disponibles pour Hmm. répondre aux besoins, aller à la promenade. Si quelqu'un sonne, il faut venir si la personne est tombée. Eh bien, s'il y a trop peu de personnel, la qualité n'est pas là, et l'essence de la qualité, c'est ce qu'il faut comprendre pour les EHPAD. L'essence de la qualité, c'est des services à la personne, et donc c'est ce qui fait monter les coûts. Donc il y a vraiment une relation directe entre plus de qualité, c'est plus de coûts. C'est pas toujours vrai dans différents secteurs, mais pour la prise en charge des personnes dépendantes, c'est essentiel. Alors, le problème, c'est qu'en fait, c'est difficile de comparer entre le secteur public et le secteur privé en termes d'encadrement, parce que le secteur privé a recours à des sous-traitants, ce qui n'est pas forcément le gage d'une mauvaise qualité. Si par exemple le linge est lavé à l'extérieur, bon, ça ne modifie pas la qualité de vie des pensionnaires. En revanche, évidemment, s'il s'agit d'avoir trop peu d'encadrants, est-ce que les scandales qu'on évoque pour Orpea, pour Corian, pourrait exister, existe dans le public également, Brigitte Dormont? Oui, ça peut exister dans le public, tout à fait. Et il y a beaucoup de cas de figure où il y a d'énormes problèmes. Le Dans le privé, ce qui se passe, c'est que le privé, enfin les EHPAD ont le droit de fixer leurs tarifs pour l'hébergement, sauf si, ils sont, bénéficiaires, enfin accrédités pour l'aide sociale à l'hébergement. L'aide sociale à l'hébergement, c'est une aide de l'État pour payer l'hébergement. Dans ce cas-là, il y a une négociation du, tarif d'hébergement, et l'EHPAD est contraint par un tarif qui ne doit pas être trop élevé. Dans le privé, c'est très différent. Dans le privé, la très grande majorité, enfin je ne sais plus où j'ai le chiffre, mais il y a l'immense majorité des établissements privés lucratifs n'ont pas demandé
à être accrédités pour l'aide sociale. Donc déjà, par définition, ils ont des personnes qui sont plus fortunées et ils peuvent demander un tarif très au-dessus du tarif des EHPAD privés non lucratifs ou publics. Donc ils ont plus de ressources pour embaucher plus de personnes. Mhm. Est-ce que ça veut dire que dans le public, la qualité, donc dans le privé, on peut avoir plus de ressources pour une meilleure prise en charge des individus. On voit que c'est le contraire qui se passe. Mais dans le public, donc il y a des personnes moins fortunées, c'est subventionné par l'État pour le tarif d'hébergement et il peut y avoir aussi de sérieux problèmes de qualité. Pourquoi? Parce qu'on considère que les budgets sont trop contraints et tous les projets, sur la loi grand âge, c'est que les tarifs sont trop bas pour offrir une qualité des soins suffisante. Alors, si on continue à explorer... Excusez-moi, je vous interromps, mais malgré la bonne c'est-à-dire qu'on dirait que dans le privé, ils cherchent à maximiser le profit, mais ils ont de quoi avoir beaucoup de moyens et dans le public, ils peuvent être de très, très bonne volonté et s'ils n'ont pas le budget, c'est très, très difficile. Apparemment, l'une des raisons pour lesquelles dans le privé, il y a des coûts très importants et au final, peu de personnel et une situation où on rationne des denrées essentielles, c'est peut-être la question de l'immobilier. Il y a derrière ces groupes, Orpea, Korian, en réalité de grosses foncières qui possèdent les murs de ces établissements. Ce sont des foncières qui sont extrêmement riches, puisque par exemple, Orpea, c'est 2,32 millions de mètres carrés. C'est-à-dire qu'en fait, ne serait-ce que sur le plan immobilier, il y a 7 milliards d'actifs pour cette société, ce qui est évidemment considérable, tout le monde le comprend. L'argent, il va plus dans la pierre finalement que dans l'humain, Brigitte Dormont. Oui, il y a des enjeux financiers et d'investissement et de placement financier très importants derrière ces projets et derrière ces grandes chaînes de groupes. Mais véritablement, je pense que le problème, c'est qu'il faut que l'État, le régulateur, mette en place de réels mécanismes de surveillance de la qualité. Par exemple, si je prends l'exemple des États-Unis, les États-Unis ont vraiment plusieurs décennies d'avance sur nous dans un système où la maximisation du profit est la règle. Hein. Et donc, j'ai lu plusieurs documents sur ces questions-là. Il y a une régulation très serrée qui surveille le taux d'encadrement dans les résidences, donc qui regarde si il y a assez de personnel par qualification, très détaillé, qui regarde des indicateurs de qualité qui sont des indicateurs de résultats sur qu'est-ce qu'on a au bout du tuyau, combien de gens ont été rendus incontinents, combien de personnes ont eu une dépression, combien de personnes ont dû aller en urgence à l'hôpital de manière précipitée. Et à partir de ça, il faut un système de labellisation des résidences avec des étoiles. Donc il y a 1 étoile, 2 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. Mhm. Et là, c'est une information qui est diffusée publiquement auprès des familles et sous réserve que cette évaluation soit correctement faite, cela permet de guider les choix. Et là, du coup, la maximisation du profit, elle est effectuée sous contrainte que la qualité soit au niveau qui fait que les gens ont envie de mettre leurs aînés dans ces maisons. Ce que l'on découvre là aussi à la faveur de ce scandale, c'est qu'il y a donc 7300 EHPAD en France, mais il y a aujourd'hui très peu de contrôle de ces établissements. Apparemment, personne ne veut les contrôler. La HAS, la Haute Autorité de Santé, explique qu'elle a déjà fort à faire et qu'elle ne va pas pouvoir s'en occuper. Bref, aujourd'hui, qui contrôle les EHPAD, Brigitte Dormont? Alors, il est connu, reconnu, et beaucoup de rapports l'ont dit, que la qualité n'est pas contrôlée correctement. Actuellement, on est encore sous le régime qui a été instauré en 2002, dans le cadre duquel les EHPAD, une fois qu'ils avaient leur accréditation pour 15 ans, ils devaient, pendant cette durée, réaliser 5 évaluations, 2 évaluations externes et 3 évaluations internes. Et concernant les évaluations externes, en fait, ça n'est pas fait très sérieusement puisqu'il y a un énorme défaut de formation des évaluateurs. Il y a une quantité d'évaluateurs qui ont une formation qui peut être infime. Moi, on m'a dit que quelqu'un pouvait avoir quelqu'un qui connaît très bien le système. Quelqu'un pouvait avoir été aide-soignante pendant 2 ans dans un EHPAD, puis quelques jours de formation avant d'être évaluateur.
Par ailleurs, les évaluateurs étaient payés par les EHPAD pour faire leur évaluation. Et donc, tout le monde pense depuis longtemps que l'évaluation n'est pas sérieuse, qu'elle n'est pas faite rigoureusement. Ensuite, plusieurs exemples montrent qu'un signalement auprès d'une agence régionale de santé de cas très problématiques n'a pas conduit à une visite de l'agence régionale de santé pour examiner ce qui se passait. Et ce qu'on m'a dit, c'est que c'est uniquement s'il y a des plaintes des familles auprès de l'ARS que l'ARS se déplace. Donc, il est connu que l'évaluation n'est pas faite sérieusement. Donc en fait, c'est qu'une évaluation, pardonnez-moi, je vous ai coupé, c'est une évaluation qui est postérieure aux signaux d'alarme qui sont lancés en réalité par les familles. Alors ce que m'a dit la personne qui fait les évaluations, c'est que, en fait, si elle signalait un problème parce qu'elle avait visité l'EHPAD et constaté un problème important, si elle signalait le cas à l'agence régionale de santé, celle-ci ne se déplaçait pas dans son expérience, donc ça peut arriver. Encore une fois, on a zéro statistique là-dessus, hein. On ne sait pas du tout ce qui se passe. Comme vous m'avez demandé si c'est ça partout, la seule chose que je peux vous répondre, c'est que rien n'est en place pour que ça se passe autrement, puisqu'on sait qu'en moyenne, le taux d'encadrement est très bas, beaucoup plus bas que dans les pays comme l'Allemagne ou la Suisse, hein. En France, c'est du maximum 7 pour 10, alors qu'en Allemagne, en Suisse, on est autour de 10 pour 10 ou 11 pour 10. Donc on a vraiment des taux d'encadrement très inférieurs en France. Alors même que c'est très cher en France, c'est ça qui est étonnant. Alors c'est cher partout. Ça, sincèrement, c'est vraiment très cher partout. Donc, tout le monde sait que l'évaluation n'est pas faite correctement. Dans le rapport Libaud de 2019, qui est un rapport qui devait précéder l'introduction de la loi Grand Âge et qui faisait suite à une très longue période de concertation, il était clairement dit qu'il fallait remettre à plat le système d'évaluation. Et j'irais même plus loin, tout le monde pensait que ça serait mis en place cette année. Tout le monde pensait que la loi Grand Âge serait mise en route. Et dans cette loi était prévue une remise à plat très serrée. On reparlera donc de cela dans quelques instants. Brigitte Dormont, on verra le système de la dépendance, parce qu'en réalité, c'est le coût de cet âge de la vie qui est posé, la manière dont on doit s'en occuper à la fois au travers de structures publiques et privées. Je rappelle que vous êtes professeure des universités et directrice du laboratoire d'économie et de gestion des organisations de santé. Vous serez rejointe par Olivier Guérin, qui est chef du pôle gériatrie du CHU de Nice. Il est 8h sur France Culture. Après les révélations regroupées sous le nom d'affaire Orpea qui devient aussi un peu depuis ce matin l'affaire Korian, puisque le numéro 2 du secteur est également éclaboussé par les révélations sur les méthodes de son rival, eh bien on s'intéresse à l'économie du grand âge et de la dépendance. Nous sommes en compagnie de la professeure des universités Brigitte Dormont et nous accueillons Olivier Guérin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du pôle gériatrie du CHU de Nice et membre du conseil scientifique et vice-président de la Société française de gériatrie et de gérontologie, Olivier Guérin. Tout d'abord, une question sur la période particulière, puisque ça fait malgré tout 2 ans que les EHPAD vivent avec la pression et la présence du virus. Tout cela a dû complexifier grandement les choses. Est-ce qu'il n'y a pas un lien aussi entre la pandémie et la manière dont ces EHPAD ont dû se structurer pour lutter contre le virus et son irruption? Je crois que le lien, il est principalement dans la révélation par la pandémie et sa gestion des difficultés d'un système que l'on connaissait déjà, hein. À la fois le système propre des EHPAD, c'est-à-dire les établissements médico-sociaux, mais aussi le lien avec les structures sanitaires et l'ensemble du système de soins finalement. Donc on voit que ça a montré les fragilités d'un système à bout de souffle qu'il faut réinventer, à la fois dans la gestion même des établissements médico-sociaux, mais aussi parce que la population des résidents en EHPAD en France est une population de gens atteints de nombreuses maladies. C'est pour ça qu'on va en EHPAD finalement, c'est la succession des maladies qui conduit à la perte d'autonomie, puis à la grande dépendance. Et ce sujet est un sujet très profond qui nous interroge, nous tous, les acteurs du système, sur le juste soin qu'on doit à nos aînés. Qu'est-ce qu'il y avait avant les EHPAD, Olivier Guérin? Est-ce qu'il y a trop de monde en EHPAD? Est-ce que finalement c'est un modèle qui accueille des personnes qui sont dans des situations trop différentes pour qu'on ait à faire un modèle satisfaisant? Votre point de vue?
Alors on a rendu un rapport à la demande d'Olivier Véran et de Brigitte Bourguignon, moi-même et mon collègue Claude Jandel, sur l'avenir des unités de soins de longue durée et des EHPAD en France. On a montré, en regardant de très près les profils des résidents, hein, on a regardé sur plus de 300 000 résidents en France. On voit que ce sont des gens qui ont un nombre de maladies qui est très important. Et je crois que le péché originel, finalement, lors de la création des EHPAD, ça a été de décorréler ce sujet de la maladie et du soin du sujet de la qualité de vie et du lieu de vie. En fait, on ne peut pas avoir un lieu de vie digne de ce nom lorsqu'on est un résident si on n'a pas le juste soin à l'endroit de ce lieu de vie. Et le fait d'en faire un domicile, c'est Mhm. une philosophie qui est très bonne dans, on va dire, le côté de l'animation qui est nécessaire. Évidemment, Mhm. il faut le maximum de vie dans ces établissements collectifs, mais avec un soin adapté, et les deux sont tout à fait complémentaires et ne doivent en aucun cas être opposés, comme c'est malheureusement souvent le cas. Opposé parce qu'hélas, il y a ce qu'on appelle joliment le pilotage par les coûts. Oui, et puis parce que finalement, on a sorti une partie du financement du domaine du remboursement, finalement, du soin. Et Mhm. on a dit à notre communauté nationale que la dépendance, ça n'était pas lié aux soins et que finalement, il fallait payer pour avoir la Mhm. garantie du bon service autour de sa propre dépendance, alors que finalement, ça n'est que la conséquence de l'accumulation, on va dire, des lacunes auparavant aussi du système de soins pour nous garder en bonne santé. Alors ça Parce que pose. être encore en bonne santé, c'est être en bonne santé le plus longtemps possible, c'est-à-dire bien gérer notamment les maladies chroniques, ce qu'on ne sait pas bien faire dans notre pays, et bien c'est la garantie de vivre plus longtemps en autonomie. Évidemment, on aura quand même besoin peut-être, et pour certains profils, je pense notamment à la dépendance cognitive hein, liée aux maladies neuroévolutives, qui sont très difficiles à gérer à un moment donné au domicile, c'est vrai, d'établissement, mais probablement peut-être en moins grand nombre de Mhm. places, si on réussit ce qu'on appelle le virage domiciliaire, qui est un vrai sujet, et puis si on a cette intrication forte entre le bon soin et le lieu de vie. Alors, Brigitte Dormont, tout cela pose effectivement la question du coût de la dépendance. En France, on le chiffre à environ 30 milliards d'euros par an. Et finalement, la somme, alors évidemment, précisée comme cela semble très important. Ça n'est pas si important en réalité. Expliquez-nous pourquoi. Oui, donc c'est bien 30 milliards d'euros. Si on compare avec les dépenses de santé, donc je viens d'entendre effectivement Olivier Guérin, donc c'est très clair qu'il y a un sujet sur la frontière existante ou non, factice ou non, entre soins médicaux et prise en charge de la Hmm. dépendance. Par ailleurs, on ne sait pas, il y a un gros flou sur les besoins à l'avenir. Et quand on parle de prévention, on veut essayer de limiter l'entrée dans la dépendance des futures personnes qui auront plus de 85 ans. Et donc là, par exemple, il y a une étude qui a été produite par le ministère qui montre qu'il y a un flou énorme sur les besoins. On ne sait pas combien de gens iront en EHPAD. Et la politique qui cherche à être développée, c'est de prévenir au maximum l'entrée en EHPAD. Mais toujours est-il qu'il va y avoir de gros besoins. Donc actuellement, c'est 30 milliards d'euros avec des moyens qui sont notoirement insuffisants. C'est-à-dire que la qualité est très mauvaise, les personnels dans les EHPAD sont très peu payés, la qualité n'est pas au rendez-vous. On sait qu'il va y avoir quand même des générations plus nombreuses, donc on sait que ça coûte déjà cher, qu'on ne dépense pas assez pour avoir une qualité correcte et qu'il va y avoir plus de besoins à l'avenir. Donc on est quand même dans une situation assez délicate. Mais par exemple, si je reprends le rapport de Dominique, par exemple, si je regarde la dépense actuelle de 30 milliards d'euros, c'est environ 1,4% du produit intérieur brut. Mhm. Comparé aux dépenses de santé, c'est assez faible, puisque les dépenses de santé, c'est plus de 12% du produit intérieur brut. Donc déjà, on voit que c'est un effort, mais c'est un effort qui n'est pas énorme. La réforme qui était sur le gaz suite au rapport de Dominique Libault permettait un bon réajustement des rémunérations Mhm. des salariés en EHPAD, permettait de faire un effort sur la qualité, et elle était chiffrée à 9 milliards d'euros. 9 milliards d'euros, c'est 0,4% du produit intérieur brut. Donc, c'est quand même un effort
qui est limité, qui est réel mais qui est limité. Et si on compare au reste de la protection sociale, donc dépenses d'assurance maladie, de retraite, chômage, etc., l'ensemble de la protection sociale, c'est presque 35% du PIB. Et l'ajustement prôné par une éventuelle loi qui n'a pas vu le jour, c'eût été 0,4% du PIB. Donc on voit que c'est quand même une dépense, mais une dépense qui reste limitée et qu'on ne peut pas ne pas faire. Je pense que cet effort financier doit voir le jour. Ouais, on voit bien avec les scandales qu'on ne peut pas demeurer dans cet état désastreux au niveau de la qualité qui est délivrée dans les EHPAD. Olivier Guérin, alors dans ce contexte, retarder l'entrée en EHPAD, parce que il faut dire là aussi que l'espérance de vie en EHPAD est faible, c'est environ 3 ans, ce qui signifie que ce sont véritablement des établissements à réserver pour des personnes qui sont dépendantes, qui ne peuvent pas faire autrement. Qu'est-ce que l'on peut faire dans ce contexte pour prolonger la vie au domicile ou alors créer des structures intermédiaires si c'est possible? Oui, en fait, il faut qu'on repense ce qu'on appelle les parcours. Les parcours de soins, ce sont et de vie, de ce fait, pour la préservation de l'état de santé en autonomie, hein. C'est vraiment un changement de culture. On ne se rend pas bien compte, mais l'ensemble des acteurs sanitaires, dont je fais partie, ont été formés aux soins et pas à la préservation de l'autonomie. Et avec le vieillissement de la population, ce changement de paradigme du soin, qui est à la fois l'état de santé, mais dans le but de préserver l'autonomie, on a un effort massif de formation à faire, c'est vrai, et puis de réorganisation de notre système. Je vous donne un exemple. On est toujours sur un modèle curatif, c'est-à-dire qu'on rembourse à l'acte de soin. Cette vision-là, elle était bonne en 1945, lorsqu'il fallait soigner avant tout des maladies aiguës, c'est-à-dire des accidents, je pense l'infarctus du myocarde par exemple. Et en France, on est très bon pour sauver nos concitoyens lorsqu'ils font un infarctus du myocarde à 55 ans. Mais la séquelle potentielle de l'infarctus, c'est-à-dire l'insuffisance cardiaque avec laquelle on va vivre pendant des décennies derrière, on est mauvais clairement pour la gérer. Pourquoi ? Parce que tout notre système est basé sur une succession d'actes tarifés, depuis la médecine de ville en passant par la médecine d'établissement hospitalière, hein, alors que tout le monde comprend bien et nos auditeurs le comprennent parfaitement, c'est absolument grotesque de penser qu'on va correctement gérer un état de santé devenu chronique, une maladie chronique, par une succession d'actes ponctuels. Il faut repenser le système pour avoir des aspects beaucoup plus forfaitisés qui permettent de prendre en compte à la fois la chronicité de la maladie et l'enjeu clé pour la préservation de l'autonomie, qu'est ce qu'on appelle la prévention secondaire. C'est éviter que ces maladies chroniques ne s'aggravent ou ne décompensent. Mais alors, justement, est-ce que là aussi, ça rejoint la question? Parce que c'est l'autre problème évoqué. Il y a l'espérance de vie et puis l'espérance de vie en bonne santé, Olivier Guérin. Oui, alors elle a quand même progressé, hein. Dans les dernières décennies, l'espérance de vie en bonne santé a progressé. Nous avons fait des progrès, mais pas à la hauteur des enjeux liés au vieillissement de notre population. Donc on doit faire mieux, et c'est bien pour ça Quelles qu'il sont faut les pistes repenser de le progrès? Alors, système. On est là vous pour avez, ça. alors justement, vous avez évoqué la question donc de la tarification à l'acte et d'une médecine en quelque sorte discontinue. Qu'est-ce que l'on pourrait faire pour permettre justement à cette espérance de vie en bonne santé de s'accroître? Le sujet premier, je pense, au-delà de cette tarification qui n'est que le reflet finalement, hein, le modèle Mhm. d'affaires qui est donc dépassé désormais et qu'il faut repenser, c'est le sujet de la prévention. On n'a jamais eu dans notre pays, à la différence hein, des pays d'Europe du Nord ou du bloc anglo-saxon, de culture de prévention dans le soin. Et la prévention, elle est primaire, hein, c'est avant d'être malade, pour retarder l'apparition des maladies, mais elle est aussi, je le disais, secondaire, c'est qu'une fois que la maladie chronique est là, tout faire pour éviter qu'elle ne décompense, ce qui veut dire avoir finalement un suivi au quotidien. D'autant que maintenant, on a des outils formidables qui nous permettent de mieux gérer cette vision en permanence de l'état de santé de nos concitoyens. Je pense aux outils digitaux notamment, mais qui ne rentrent pas en ce moment dans la capacité du modèle à les supporter, puisque quand vous êtes un médecin traitant, vous êtes payé à l'acte et donc vous n'êtes pas rémunéré et vous n'avez pas de couverture de votre responsabilité sur le suivi chronique d'indicateurs à la maison.
l'insuffisance cardiaque dont je vous parlais, vous pouvez avoir des pèse-personnes connectées, par exemple, qui permettent de repérer une augmentation rapide du poids, qui est en fait une accumulation d'eau et de sel, qui va provoquer l'œdème aigu du poumon, ce qui est la décompensation de la maladie chronique insuffisance cardiaque. Et si vous ne le faites pas, ça, ben, qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez en situation d'urgence avec de l'eau dans les poumons, dans les services d'urgence. Et c'est ce qu'on constate au quotidien, alors que si ça avait été mieux géré en amont, finalement, on aurait pu éviter, dans un certain nombre de cas, l'hospitalisation qui est elle-même pourvoyeuse de ce qu'on appelle la dépendance iatrogène, puisque l'hôpital lui-même Mhm. n'est pas organisé pour préserver l'autonomie des personnes âgées qui y rentrent. Votre point de vue, Brigitte Dormont? Bon, je suis tout à fait d'accord avec ce qui est évoqué. Les médecins traitants ont quand même, ne sont pas que payés à l'acte. Il y a quand même un souci. Enfin, comme en France, on avance toujours, on est d'accord sur les constats, mais on fait des mini-réformes graduelles. Il y a quand même une petite capitation parce que le médecin a un forfait s'il a une personne qui est en affection de longue durée, donc s'il a une insuffisance cardiaque, mais qui est effectivement très faible. Donc je rejoins tout à fait le diagnostic qui est que le paiement à l'acte n'invite pas la prévention. Mais pour revenir sur les EHPAD, j'essaie de revenir sur le sujet. Effectivement, l'objet et le projet du gouvernement, c'est d'essayer d'absorber la vague démographique des baby-boomers qui va arriver dans les âges de dépendance en essayant de jouer au maximum la prévention pour éviter que ces personnes se retrouvent en EHPAD ou du moins pour limiter la proportion de gens qui iront en EHPAD. Mais tout ceci fait qu'il y a beaucoup d'incertitudes. On ne sait pas s'il va falloir augmenter de 100 000 places ou de 200 000 places les places en EHPAD. Si on arrive à tout limiter, il faudra créer moins de places, mais il faut vraiment créer des places et améliorer le niveau de la qualité. Donc si je reviens sur la qualité, normalement devait être instauré dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 tout le corpus qui avait été imaginé dans le cadre de la loi Grand Âge qui n'a pas vu le jour. Tout était en place avec les référentiels et les mécanismes d'évaluation et de contrôle des évaluateurs. Et ça a été éliminé par le Conseil constitutionnel pour une raison juridique. Du coup, on repart à zéro. Et tout va être mis sans doute sur le chantier dans le cadre de la campagne présidentielle et dans le cadre du prochain quinquennat. Donc pour l'instant, rien n'a avancé sur la qualité. Et si je crois que la chose très très importante, c'est qu'il y ait une information auprès des familles qui soit publique sur la qualité diffusée dans les EHPAD, qu'il y ait un effort sérieux qui soit fait sur ce sujet, sinon ça va continuer comme ça. Et il y a un autre élément qui est fondamental, qui est par rapport à ces histoires de nombre de places. C'est très important, si la qualité est hétérogène, si on met une information sur la qualité, que les gens puissent choisir leur EHPAD. Actuellement, c'est impossible. C'est impossible parce que les EHPAD sont saturés. Il y a un temps d'attente énorme pour avoir une place en EHPAD. Alors donc c'est discuté, mais c'est impossible d'améliorer la qualité. Il faut bien que vous puissiez pouvoir choisir pour récompenser et aller dans l'EHPAD qui est de meilleure qualité. C'est-à-dire qu'il y a des taux de remplissage de 90 à 95%, Voilà. ce qui témoigne du fait que, en tout cas, la fermeture d'une partie de ces EHPAD est aujourd'hui en l'état illusoire, peut-être pas nécessaire d'ailleurs aussi. Mais si je puis me permettre, pour l'instant, on est dans la perspective de calculer au plus juste, parce qu'on veut prévenir le fait que les gens aillent en EHPAD. Mais ça n'est pas la bonne politique. Il faut qu'il y ait des places vacantes pour qu'on puisse faire quelque chose sur la qualité des soins. Ben oui, mais si vous avez des groupes privés, évidemment, eux vont tout faire pour qu'il n'y ait pas de place vacante ou le moins possible. Il faut qu'ils offrent, il faut qu'ils aient plus de places et que des places soient vacantes. Donc ça, il faut qu'il ait des capacités qui soient suffisamment définies par le régulateur. Au lieu d'accréditer le moins de places possible en se disant ça va faire des dépenses, il faut une marge de manœuvre. Il ne faut pas que les établissements soient saturés si on veut que les gens puissent choisir. Sinon, l'établissement sait très bien qu'il a tout le pouvoir de négociation. Olivier Guérin, on a parlé tout à l'heure avec ces scandales Orpea, maintenant Korian, et on a découvert
qu'il y avait dans certaines unités, dans certains EHPAD, de la maltraitance vis-à-vis des pensionnaires. Et il n'y a pas eu de signaux d'alerte parce que le régulateur, comme dit Brigitte Dormont, a été défaillant. Des médecins, est-ce qu'il y a des médecins dans ces EHPAD qui entrent dans ces EHPAD qui auraient pu voir cela, qui auraient dû voir cela, votre point de vue en tant que gériatre? Alors là aussi, c'est un modèle, l'EHPAD, puisque c'est un domicile qui nécessite d'être revu, hein, on le dit dans notre rapport avec Claude Jandel. Actuellement, vous avez quoi comme ressources médicales dans un EHPAD? Vous avez le médecin coordonnateur qui pilote une politique gériatrique et gérontologique pour l'ensemble des résidents, mais le médecin traitant reste un médecin traitant externe dans la majorité des cas. Quand il y a des médecins coordonnateurs, parce que 30% des EHPAD n'en ont pas, donc le médecin traitant vient ou vient pas, ou vient peu de temps, et c'est un modèle difficile parce que pour le médecin traitant, c'est compliqué Alors de que, gérer. juste, pardonnez-moi, Olivier Guérin, pour que les choses soient claires, dans la plupart des EHPAD, il n'y a pas de médecin à demeure. Il n'y a pas de médecin à demeure du tout, puisque ce sont les médecins traitants qui continuent à prendre en charge les résidents. Il y a un médecin gériatre coordonnateur, Mhm. mais qui n'est pas le prescripteur. Et ça, c'est aussi un modèle qu'il faut faire évoluer en urgence, puisque finalement, on a vu par le constat que ce sont des gens qui sont assez malades, Bah oui. évidemment, qui sont dedans, puisque c'est pour ça ils ont perdu leur autonomie. Il faut revenir à un modèle de médecin coordonnateur qui puisse prescrire un peu sur le modèle de ce qu'on avait dans les unités de soins de longue durée avant les longs séjours. Dans les hôpitaux publics, c'était un praticien hospitalier, comme dans les autres services finalement, Mais ça veut dire, qui gérait. Je vous en pardonnez-moi, prie. je vous coupe comme vous êtes en duplex. Le fait donc d'avoir ce médecin, il ne serait pas nécessairement à demeure, mais il serait une sorte de superviseur qui pourrait pallier les défaillances du régulateur, Olivier Guérin? En tout cas, la qualité des soins serait meilleure. Il n'empêche, et Madame Normand l'a très bien dit, Je vais il faut continuer à vous absolument. embêter. La qualité des soins serait meilleure, ça, on peut l'espérer, mais est-ce qu'il serait garant de cette qualité des soins? Mais vous savez, il faut calquer la politique qualité des établissements médico-sociaux sur celle du sanitaire, avec un niveau d'exigence qui n'a rien à voir avec ce qui est demandé maintenant. C'est extrêmement nécessaire. Malheureusement, ça a été effectivement retoqué. C'était déjà prévu avec l'absorption de l'ANESM au sein de l'HAS, de la Haute Autorité de Santé. C'est technique, je suis désolé, mais c'est ça qui provoque les difficultés actuelles. Il faut calquer les démarches qualité sur ce qu'on fait maintenant dans le monde hospitalier, hein, qu'il soit public ou privé, depuis déjà de nombreuses années. Je vous donne un exemple. Il y a une méthode qualité qui est exceptionnellement efficace. Dans le sanitaire, on appelle ça le patient traceur, le résident traceur. C'est une excellente technique pour augmenter la qualité dans les établissements, et il faut appliquer cela aux établissements médico-sociaux, donc aux EHPAD, par exemple, et avec des ingénieurs qualité sur plusieurs EHPAD qui sont garants, eux, de la politique qualité. Évidemment, c'est tous les personnels, c'est pas le médecin qui est responsable seul d'une politique qualité d'établissement, c'est tous les personnels, c'est tout le champ soignant, mais aussi le champ administratif. Il faut que tout fonctionne pour qu'une politique qualité dans un établissement soit efficiente. Et pour ça, il faut à la fois un regard très acutisé du régulateur, mais qu'il ait les outils et que cette appropriation des outils sur le terrain soit faite par les professionnels. Mais pour ça aussi, évidemment, il faut des moyens humains. Parce qu'une politique qualité avec ce niveau d'exigence, si vous avez personne en face sur le terrain pour l'appliquer, ça risque de ne pas marcher beaucoup. Brigitte Dormont, justement, lorsque l'on entend cela, on se dit que cette loi sur le quatrième âge, parce que on en entend toujours parler, mais d'après ce que vous venez de dire tous les deux, rien n'a été fait, il n'y a pas eu véritablement de décision prise pour que la question de la dépendance soit correctement traitée. Oui, je pense que les choses étaient sur le point d'aboutir. Évidemment, là, il y a eu la crise du Covid qui est venue dessus, avec des milliards d'euros de dépenses de santé imprévues. Si je reviens à ce qui était proposé dans le rapport Libault, qui aurait pris sans doute le jour sous la forme d'une loi du grand âge, la seule chose qui a été faite, c'est la création d'un cinquième risque, qui a été faite, mais sans aucun financement par derrière. Donc, il y a un micmac un peu comptable avec une cinquième branche qui est créée autour de la CNSA. Ce qui était prévu, c'était de prendre en charge ces 9 milliards d'euros supplémentaires avec la CRDS, qui est
une sorte de CSG qui sert à apurer la dette liée au déficit récurrent de 9 de milliards, l'assurance maladie. toujours pour remettre en contexte, 9 milliards, ça fait quasiment une augmentation de budget de 30%. Voilà, voilà. Donc c'est considérable. C'est considérable, mais encore une fois, c'est plus 0,4 points de PIB, alors que la protection sociale, c'est 35%, 35 points de PIB. Mais Donc, c'est un par rapport petit à la nombre santé, par rapport aux 66 millions de mais c'est Français, une c'est un somme. petit nombre d'individus. Voilà, alors c'est ça la chose très importante. On n'a pas le temps d'en parler, mais je pense qu'il ne faut vraiment pas mélanger réforme des retraites et réforme de la dépendance. Il y a un point fondamental derrière ça. La dépendance, c'est un risque santé. C'est-à-dire tout le monde n'est pas concerné par la dépendance. Il y a seulement 8% des gens de plus de 65 ans qui sont dépendants. Donc c'est un risque de nature très différent. Et tout le monde dit qu'Emmanuel Macron veut confondre, veut mettre ensemble réforme des retraites, réforme de la dépendance. Ça, je pense que ça serait un contresens par rapport à la sécurité sociale. Donc pour revenir sur le surcroît de dépenses, les 9 milliards étaient financés avec l'idée qu'on utiliserait la CRDS une fois celle-ci venant à disparaître, c'était en 2024, pour financer. Et le financement était donc là. Et là, avec le Covid, tout a sauté. Il y a eu un surcroît de dépenses très important en 2020 de 18 milliards, 14 milliards en 2021 pour la santé. Et du coup, la CRDS va être utilisée pour apurer la dette Covid. Et maintenant, il n'y a plus de financement en vue pour cette réforme. Donc on peut quand même être inquiet. Et je crois qu'il faut une volonté politique qui soit là pour améliorer ces choses-là. Olivier Guérin, en conclusion, votre point de vue justement sur ce sujet qui, jusqu'à présent, était très peu dans la campagne, mais à la faveur, je ne sais pas quel terme employer, du scandale Orpea, il semblerait que celui-ci revienne dans le discours politique. Je crois que tout ce qui se passe, et le scandale Orpea, comme vous dites, l'a bien montré, nous replace, nous, citoyens, sur la place que nous souhaitons proposer à nos aînés dans notre société. C'est vraiment beaucoup plus profond encore que des mesures organisationnelles ou de financement. C'est qu'est-ce qu'on fait de nos anciens, Mmh. avec un vieillissement face à nous qui est massif, et tant mieux, on vit plus longtemps, mais nous n'avons absolument pas réglé le problème de qu'est-ce qu'on doit faire de nos aînés en termes d'inclusion dans la société. Je rappelle que le lien social et l'utilité sociale, c'est un des meilleurs, des leviers les plus puissants pour bien vieillir et en autonomie. C'est comme quoi, vous voyez, c'est vraiment une question sociétale. Et l'agisme, c'est-à-dire cette discrimination liée à l'âge, c'est une discrimination extrêmement fréquente qui nous interroge tous, mais tous vraiment, sur ce qu'on souhaite faire. Je dirais le pacte social de cohésion de la nation que l'on compte laisser à nos enfants, avec nos anciens, dans les années qui viennent. Merci à tous les deux. Merci Brigitte Dormont. Je rappelle que vous êtes professeur des universités. Merci à vous Olivier Guérin, chef du pôle gériatrie du CHU de Nice.